Pourtant, nous ne sommes plus des enfants. Nous savons raisonner, nous savons défendre nos opinions et discuter celles des autres. Mais alors, c'est que nous sommes victimes d'une illusion. Non pas seulement l'illusion d'être dans le vrai, mais surtout l'illusion que lorsque nous formulons notre opinion, nous croyons penser alors qu'en réalité, nous ne pensons pas vraiment. Il suffit en effet que nous exercions notre puissance de bien juger, comme dit Descartes, pour parler de la raison. Il suffit que nous exercions cette puissance pour que nous estimions effectivement bien juger. Lorsque je soutiens un point de vue, une thèse, une opposition ou même seulement un avis personnel, bref, lorsque j'exprime une opinion, c'est que j'adhère à ce point de vue, à cette thèse, à cette position. Autrement dit, je crois à cette opinion, à sa pertinence, à sa vérité. Il serait logiquement absurde de donner son opinion sur une question et d'ajouter aussitôt « mais ce que je viens de dire est faux, c'est mon opinion mais je n'y adhère pas ». Si le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, ce n'est pas seulement parce que nous sommes tous naturellement doués de cette puissance de bien juger. En tout cas, cela ne veut pas dire que nous sommes tous d'une intelligence égale, ni même que nous puissions tous accéder au même niveau de savoir dans tous les domaines possibles. Si le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, c'est qu'ayant cette puissance de juger, lorsque nous jugeons de quelque chose, nous avons tous, dans cette opération même, la certitude que nous jugeons bien. Certes, une telle illusion n'est pas une fatalité, mais le simple exercice du sens critique, par quoi je prends de la distance vis-à-vis de ce que je pense, est un effort en soi, un travail de longue haleine, et qu'il faut toujours recommencer. Il n'y faut pas seulement un amour sincère de la vérité, il y faut une dose de bonne foi, car il est difficile de reconnaître qu'on s'était trompé. Il y faut aussi du courage, car il n'est pas sûr qu'on trouve encore des réponses quand on doute de celles qu'on s'était données. Il y faut enfin de la volonté, car il n'est pas aisé de quitter le confort de la certitude que m'offre l'opinion. Mais cet exercice de notre puissance de bien juger n'est pas la seule source de notre illusion quant à la pertinence de nos opinions. Si nous n'étions que pur jugement, peut-être n'aurions-nous affaire qu'à ces deux contraires que sont le savoir et l'ignorance. Si nous n'étions que pur jugement, nous saurions faire la part exacte entre ce que nous savons objectivement et ce qu'objectivement nous ignorons. Pas de place pour le point de vue personnel, pour l'à peu près, pour l'incertain. Dieu, s'il existe, ne connaît que le savoir. L'idiot n'est qu'ignorance, ou plus exactement, ignorance qui s'ignore. Quant à nous ici même, qui philosophons, nous sommes entre les deux, en voulant sortir de l'ignorance, ou plus exactement, de l'ignorance qui se sait ignorance, pour approcher du savoir. Mais sur tant de choses, nous ne pouvons dépasser le stade de l'opinion. Et si nous ne sommes pas pur savoir, c'est que, comme le regrettait Platon, nous ne nous promenons pas dans le monde des idées, où nous pourrions contempler la vérité en face. Nos âmes sont liées à des corps qui errent dans le monde sensible, si instable et corruptible qu'on peut le comparer à un jeu d'ombre sur le fond d'une caverne. L'opinion est en somme au carrefour de l'exercice de notre jugement et de notre immersion dans le monde. Nous sommes d'une certaine époque, d'un certain lieu dans le monde. Nous recevons chacun une certaine éducation. Nous côtoyons diverses personnes. Nous accueillons des informations en tout genre par les autres, par les médias. Cela ne forge pas seulement une pensée, mais aussi une personnalité, une sensibilité. C'est dire qu'en l'exercice même de notre pensée se mêlent des démarches rationnelles et des préoccupations passionnelles. Accepter sans recul, adopter sans distance, l'opinion devient idéologie, voire terrorisme. Certes, comme dit Bachelard en pensant au domaine de la science, l'opinion pense mal, elle ne pense pas, elle traduit des besoins en connaissance. Ainsi, l'opinion n'est-elle pas connaissance, parce qu'elle vient simplement remplir un vide. Elle satisfait un manque, un désir, en se faisant passer pour la vérité. Ce qui ne l'empêche pas toutefois d'avoir sa logique, par quoi on peut la justifier pour soi-même et chercher à l'imposer aux autres. Le fanatique a toujours raison. Vous ne pourrez pas le faire sortir de cette logique qu'il a faite sienne,
parce qu'elle répond à toutes les questions qui le hantent, il n'y a pas de pensée chez le fanatique. Il n'y a plus d'opinion, il n'y a que des réponses. Peut-être n'est-ce pas un hasard lorsqu'on parle de fanatisme si l'on pense à la politique et à la religion. Sans doute est-ce là qu'il est le plus visible et qu'il fait le plus de dégâts. Surtout quand on mêle les deux et que l'autorité politique se fonde sur des principes religieux qui, par la crainte qu'ils inspirent, la rendent incontestable. Il semble qu'aujourd'hui cette pratique redevienne à la mode, lorsque des puissances s'affrontent au nom de croyances différentes autour de dieux quasiment identiques. C'était déjà elle pourtant que condamnait Spinoza au XVIIe siècle. Au chapitre 20 de son traité théologico-politique, il écrit que les lois établies sur la religion, c'est-à-dire pour mettre fin aux controverses, irritent les hommes plus qu'elles ne les corrigent. D'où cette idée si simple et aujourd'hui encore si précieuse, qui veut que l'on distingue absolument pouvoir politique et pouvoir religieux, afin que le premier s'exerce également sur tous et que chacun se prononce seulement pour lui-même vis-à-vis du second. C'est le sens même que Spinoza voit à la démocratie, régime sous lequel, selon ses mots, tous conviennent d'agir par un commun décret, mais non de juger et de raisonner en commun. Car il est clair, continue-t-il, que moins il est laissé aux hommes de liberté de juger, plus le gouvernement a de violence. Autrement dit, nul n'a jamais pu empêcher les hommes de penser ce qu'ils veulent. Et celui qui voudrait y parvenir arriverait certainement au résultat inverse de celui qu'il souhaite, à savoir la discorde et non la paix. Il faut donc veiller à ce que chacun renonce, je cite toujours Spinoza, au droit d'agir par son propre décret et non au droit de raisonner et de juger. Où l'on retrouve le thème de la diversité des opinions, mais sous un jour positif cette fois. Car c'est là le plus grand danger, comme on sait, que nous perdions cette diversité qui fait le propre d'une société d'hommes libres. Que nous ne raisonnions pas en commun, c'est-à-dire que nous ayons tous des opinions différentes, ce n'est pas seulement naturel, c'est aussi souhaitable. Car si l'opinion trahit, comme nous disions au début, notre manque à savoir, si, comme nous venons de le voir, elle peut être davantage fondée sur l'affect que sur le jugement, il est essentiel de la confronter à celle des autres, pour la préserver des écueils dans lesquels elle risque en permanence de tomber. D'autant qu'en exprimant chez les hommes cette aptitude à juger, comme dit Spinoza, de toutes choses suivant leur complexion propre, l'opinion débattue, critiquée, contestée, partagée, est leur meilleur rempart contre la tyrannie de ceux qui veulent les réduire à l'esclavage.